Alors on change de thème pour le salariat, l'économie. Première question. Dans une alternative dans laquelle le salariat et le capitalisme, entre parenthèses privé ou étatique, n'existent plus, comment imaginer conduire des projets d'infrastructure majeurs? Comment attirer et conserver suffisamment de travail humain, entre parenthèses des milliers d'ouvriers qualifiés, et d'argent, entre parenthèses les milliards pour acheter des matériaux à l'étranger et payer les travailleurs, sans salariat ni endettement? Si l'on envisage les conditions de réalisation d'une alternative à l'ordre néolibéral, il va se poser la question de la logistique, c'est-à-dire du fonctionnement concret des réseaux technologiques qui font tourner notre société. En effet, l'ordre du monde tel qu'il est repose sur un capital matériel massif, formé d'ordinateurs, de réseaux de communication, mais aussi de réseaux électriques, d'alternateurs, de machines-outils, de pièces de rechange en aciers spéciaux, d'huile de vidange, de graissage. Bref, d'une multitude de produits industriels de haut niveau ou absolument triviaux. Dans nombre de cas, les éléments chimiques raffinés au brut ne sont plus disponibles chez nous, les gisements étant épuisés, ou considérés comme non rentables. Les savoir-faire pour les extraire ou les purifier ont alors disparu et ne peuvent être réappris rapidement. Il résulte en effet d'apprentissage par essai et erreur, souvent dangereux et par des savoirs tacites conservés par les corps professionnels les produisant. Dans un nombre non négligeable de cas, il est difficile de revenir sur un progrès technologique, car il ne s'agit pas simplement d'un confort aisément substituable. Songeons par exemple aux appareils d'IRM, dont la technologie repose sur l'utilisation de bobinages supraconducteurs, utilisant des cryostats à hélium liquide. Dans ce cas-là, prenons l'exemple de la production d'hélium. La production d'hélium, comme vous le savez, donc, est extrêmement concentrée. Les deux principaux producteurs sont les États-Unis et le Qatar. Ce dernier extrait avec deux usines 25% de la production mondiale de cet élément. On voit donc le problème qui surgit. Comment ne pas être pris dans les grandes stratégies de l'hégémon mondial américain ou des wannabes hégémons comme la Chine? Comment ne pas se perdre dans une stratégie impériale pour sécuriser l'approvisionnement en ces éléments stratégiques? Comment non plus ne pas être piégé par des corps techniciens dont les compétences souvent complexes et difficiles à acquérir se retrouvent concentrées dans certaines classes sociales qui ont ainsi un moyen efficace de pression contre des changements radicaux les concernant? J'espère bien. Non, là, c'est des questions qui mettent dans le dur parce que vous voyez, on peut faire de la philosophie politique, convoquer l'histoire, mais à un moment, il faut faire tourner la boutique. Donc, et revenir à ce genre de choses. Il y avait, il y a une semaine, toute une journée d'études qui a été organisée par lundi soir, la vitrine universitaire rutilante de lundi matin, sur la question de la technique qui, ceux qui l'ont lu le savent, est chère à la pensée du comité invisible et à raison. À raison. Alors, je prends les deux questions dans l'ordre. La première est la plus facile en réalité. Comment attirer et conserver suffisamment de travail humain et puis d'argent, sans salariat ni endettement? Alors pour ce qui est d'attirer et de conserver du travail humain, moi je serais tenté de dire que le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas. Ce problème-là, si vous voulez, consiste... Alors, c'est une libre interprétation, je ne voudrais pas faire porter ça à la personne qui m'a posé la question. Mais je me suis demandé si ça ne consistait pas à projeter sur les salariés ordinaires les immondes petits chantages des diplômés qui se croient indispensables. Vous voyez ? Ah non mais retenez-moi, sinon je m'en vais. Alors là, mon beau cerveau va partir à l'étranger et puis vous serez bien embêtés. Non, il ne se passera pas ça. Les salariés ordinaires ont le désir de faire leur travail dans des conditions décentes. C'est ça qui est, d'ailleurs, c'est ça qui est absolument incroyable, incompréhensible presque. Ce goût du travail bien fait, dont je comprends qu'on pourrait dire, en prenant une position de surplomb, c'est le comble de l'aliénation, etc., etc. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas faire justice à la chose non plus. Bon, vous voyez, c'est des questions compliquées. Mais ce goût du travail bien fait, là où on est, dans les services publics, dans l'entreprise, mais je pense que les salariés ordinaires en sont pénétrés. Ce qui les ravage, c'est le management néolibéral qui salope tout, qui saccage tout, qui détruit le travail, qui leur fait faire de la merde. Vraiment, qui leur fait faire de la merde. Et ça fait souffrir les gens. Ça fait souffrir les gens. Je veux dire. Donc, libérez-les de ça. Ils travailleront, ils feront ce qu'ils ont à faire dans la division du travail. Alors, évidemment, je veux dire, là aussi, il y a plein de problèmes. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire on réimporte la division du travail telle qu'elle, parce qu'il y a des places sympas, il y en a des moins sympas, etc. Donc, ça se repense aussi un remaniement de la division du travail. Mais là, ce n'est pas l'objet de la question. Je veux dire,
les gens continueront à s'activer et à structurer d'eux-mêmes une division du travail. Quant à la question de l'éventuel défaut des capitaux, alors là, je vais ressortir mon friot de base. Comme je le fais, moi, maintenant, chaque fois que je suis de sortie, je pense que je vais demander un pourcentage. Je ne vois que ça. Parce que franchement, là, bon... Non, mais c'est ça qui est formidable dans son truc. Là non plus, la question ne se pose pas. Donc, le premier exemple de Friot, c'était, mais regardez le colossal investissement qui s'est fait au lendemain de la guerre pour faire surgir de terre l'hôpital public, avec des équipements très lourds, des blocs, de la radio, et puis des IRM, qui en vont parler, donc des cryostats à l'hélium, liquide, pardon. Vous voyez, des choses comme ça. Et tout ça, c'est fait, mais sans le moindre recours au crédit bancaire, ni à la levée de fonds sur les marchés de capitaux. Simplement par le financement, par la cotisation. Et c'est cette expérience historique absolument remarquable que Friot se propose de généraliser, et qui, à mon avis, est en effet généralisable. Et comme le savent ceux et celles d'entre vous qui l'ont lu, c'est à la caisse économique qu'il appartient, pour la proportion de cotisation qu'elle reçoit en dotation comme ressource, c'est à la caisse économique, dans son réseau d'agences locales, parce qu'évidemment c'est localement que ça se décide, ce genre de choses, de pourvoir au financement des infrastructures et des investissements. Alors après, il y a la question d'après. Bon, je me suis un peu moqué sur les cryostats à hélium liquide, mais je dois vous dire que quand j'ai lu pour la première fois la question, j'en suis resté un peu sonné et j'ai mis dans la marge « question terrible ». Et c'est vrai qu'elle l'est. Franchement, c'est vrai qu'elle l'est, parce que là, si vous voulez, ça vous reconduit en 2 temps 3 mouvements à quelques réalités un peu difficiles à avaler. Or, il y a des choses qui sont dites dans cette question qui sont extrêmement justes. La grande dynamique du néolibéralisme, qui a été aussi une dynamique d'approfondissement considérable de la division internationale du travail, avec l'internationalisation des chaînes logistiques, etc., le développement d'innovations de produits qui appelaient des consommations intermédiaires ou des matières premières venant des 4 coins de la planète, etc., etc., ça crée une situation de dépendance de fait, mais qui, enfin, je veux dire, c'était, c'est à la fois une des intentions philosophiques et une des intentions politiques du néolibéralisme. C'est de créer cette dépendance à l'échelle internationale pour produire des effets de cliquet, n'est-ce pas, des effets d'irréversibilité. Lorsque vous êtes rentré là-dedans, allez faire machine arrière, quoi. Ah bah oui, on n'aura plus les terres rares, on n'aura plus notre iPhone 12. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas que l'iPhone 12 qui nous manquera, il y a d'autres choses, donc l'IRM dit ce questionneur. Et cette difficulté risque d'être d'autant plus aiguë qu'il ne faut pas se tromper. Un pays qui se lancerait dans une expérience politique, économique et sociale, comme celle dont nous parlons depuis le début de cette soirée, serait assuré de rencontrer une hostilité gigantesque de la part des pays environnants, qui n'auront pour seul désir que de faire échouer cette expérience, de lui faire mordre la poussière. Bon, alors, comment on fait là-dedans? Est-ce qu'on peut faire retour à une forme de production, certes sur un espace assez grand, l'espace de la France, mais dans une forme d'autarcie? Ça paraît difficile. Alors effectivement, commercer avec les États-Unis, oula, oui, ça va devenir très très chaud. Les Chinois, moi je suis moins pessimiste. Je pense qu'il y a... la grande différence avec les États-Unis, c'est que ça, c'est un hégémone en devenir. Alors là, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Mais j'ai l'impression que c'est un hégémone qui n'est porteur d'aucun agenda idéologique, à proprement parler. Et pour cause, hein, il est suffisamment dans la mélasse, vous voyez, avec ses affaires à lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est capitaliste à outrance, mais on continue de soutenir qu'on est un régime communiste, etc. Donc c'est un peu la merdouille. Hein, mais donc ça ne porte pas non plus, vous voyez, à l'évangélisation claire et nette. Bon, en tout cas pour un moment, quoi. Donc voilà, c'est un hégémone qui est porteur d'une pure logique de puissance. Comme ça, et c'est tout. Alors maintenant, je me suis raccroché de justesse, parce que la chose à dire de toute manière, mais ça on ne la répétera jamais assez, hein, c'est qu'une expérience de sortie du capitalisme, ou même, simplement de sortie du néolibéralisme, c'est une expérience qui se payera
à quelques degrés d'une réduction du niveau de vie matériel. Il faut le savoir, il faut le dire, là aussi. Il ne faut pas que les gens soient pris de court. Ah, mais vous nous aviez dit que... Mais on veut l'iPhone 12 quand même, attendez. Non, non, tout ne va pas être possible. Je ne parle même pas de la surdétermination du problème par les considérations climatiques. Hein. Non, non, ça, vous n'allez pas pouvoir continuer de changer de bagnole tous les 3 ans, de téléphone tous les ans, etc. Et que le pôle regèle, le trou de la couche d'ozone se referme... et que les oiseaux reviennent. Non, non, ça, là, il y a des incompatibilités, il va falloir choisir. Et puis, à la fin, je me suis raccroché comme à une planche de salut à cette histoire d'IRM. Parce que ça me fait dire ceci. Si vous voulez, dans la sorte de transition qu'on envisage dans notre discussion, il y va quand même d'une bascule globale, n'est-ce pas? C'est toute une forme de vie qui se trouve remaniée. Et en particulier, je veux dire, tout ce qui engage des considérations liées à la santé, à la maladie et à la médecine. Parce que c'est bien l'IRM à cryostat d'hélium liquide, mais si vous voulez, si on dit « Ah, il faut le capitalisme pour avoir l'IRM à cryostat machin chose ». Oui, très bien, mais pour repérer le cancer que le capitalisme nous file. Donc, si vous voulez, c'est toujours comme ça hein, avec le marché. Le marché crée les problèmes, puis il arrive, il dit « Hop !» j'ai la solution. Mais dans tous les domaines, c'est vrai dans la finance, les marchés à terme. Les marchés à terme, hein, c'était un truc, c'était une couche supplémentaire de marché créée, soi-disant, pour résorber la merdasse des couches du dessous. On a vu le triomphe que ça a été. Mais oui, en effet, je veux dire, si il nous faut plein d'IRM pour diagnostiquer plein de cancers du capitalisme, peut-être qu'on pourrait en rabattre sur les deux fronts simultanément et que ça serait pas si mal. Alors je le dis de manière un peu plaisante et pas très articulée, mais tout de même, le capitalisme nous empoisonne. Moi, je veux dire, d'ici 15-20 ans, on commencerait à voir un recul de l'espérance de vie dans les grands pays développés. J'en serais pas autrement surpris, peut-être même avant, allez savoir, peut-être même avant. Bon. Donc, il y a un grand chantier, c'est un grand chantier intellectuel à ouvrir. Comme il est médecin, moi, j'aurais beaucoup voulu que ce soit Éric Hazan qui le fasse, puisqu'il a la compétence médicale, l'armature politique, il faut mettre les deux ensemble. Un truc où, vraiment, on commencerait à repenser ce que c'est que la santé et la médecine dans une société non capitaliste. Parce que vous voyez bien, l'eau qu'on boit est pourrie, l'air est immonde, on bouffe de la chimie, etc. Mais s'il y a un changement de vie qui est vraiment celui que nous envisageons, il y a quand même des choses qui changent considérablement. Je veux dire, on n'est plus en burn-out permanent. Ça fait des différences, hein, n'est-ce pas? Dans nos manières de... Enfin, dans la façon dont nos corps vivent. Ça fait des différences. Et puis pourquoi ne pas... Moi, ça, c'est un truc vraiment que je... Pourquoi ne pas réinventer, vous voyez, toute une série de couches intermédiaires entre les individus bien portants mais parfois malades, et puis l'institution médicale hardcore, quoi, où on va à l'hôpital, etc. Mais il y a plein de choses qui participent de l'hygiène de vie, l'automédication. C'est un savoir, ça aussi. Un savoir qu'évidemment, on ne nous enseigne pas, bien sûr. Et pour cause, il faut nous laisser dépendants au maximum de tout. Je veux dire, il faut nous laisser incapables. On ne peut plus réparer sa bagnole, on ne peut plus réparer son vélo, il faut aller machin. Et bien, pareil, pour se soigner, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose, me semble-t-il, à repenser dans sa globalité, et ça serait bien que ce soit un chantier qui s'ouvre. Voilà.